bonjour ou bonsoir, selon les endroits où vous nous suivez en ce moment. Et nous voulons vous remercier pour votre présence à suivre cette émission aujourd'hui. Nous avons aussi à donner nos remerciements à Malik, qui est à la régie, et en même temps aussi à la caméra pour faire cette émission possible et balancer l'émission dans l'heure. Maintenant, nous avons une émission que nous allons vous présenter aujourd'hui qui concerne le thème la diaspora. On a toujours parlé de la diaspora de plusieurs manières, mais nous voulons voir la diaspora en rapport avec le développement. Et je ne suis pas seul, j'ai mon ami de tous les jours, Hassan, qui est avec moi, avec qui nous allons discuter cette idée de la diaspora. Vous savez que la diaspora, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est un phénomène, je dirais, qui date de très longtemps. Et nous pouvons prendre des exemples par ici, par là, même dans l'histoire des nations, dans l'histoire des empires, vous verrez toujours la diaspora. Et aujourd'hui, ce phénomène continue. Et nous allons avoir le temps de discuter de cette diaspora. Qu'est-ce que la diaspora peut faire en rapport avec le développement de leurs pays respectifs? Voilà un peu le contexte dans lequel nous allons évoluer. Bonjour Alassane. Bonjour. Merci d'être venu encore pour présenter cette émission ensemble avec moi. Et comme vous avez suivi mon introduction, nous parlons de la diaspora. Et la première question est, qu'est-ce que vous entendez par la diaspora, vous-même? En fait, la diaspora, c'est... En fait, on fait partie de la diaspora quand on quitte son pays d'origine pour un pays et qu'on est toujours attaché à son pays, l'intention de faire quelque chose pour son pays. Avant qu'on approfondisse cela, je voulais un peu savoir quelles sont les raisons qui poussent les gens à aller à l'extérieur de leur pays, aller vivre à l'extérieur de leur pays. Plusieurs raisons peuvent expliquer les raisons de ce départ de son pays pour un autre pays, un pays tierce. Bon, premièrement, ça peut être pour des raisons économiques. Vous pouvez avoir des raisons économiques. Bon, oui, des raisons économiques. Est-ce que vous pouvez un peu vous étendre sur cela? Parce que... Bon, oui, je viens. Pour les raisons économiques, je vais dire que des gens qui quittent leur pays dans le but de se faire une certaine fortune, de se faire des ressources dans le pays d'accueil. Avec l'intention, bien sûr, d'investir au retour dans son pays de départ, son pays d'origine. Donc ça, c'est la raison économique. Bon, deuxièmement, ça peut être aussi pour des raisons éducatives. Mm-hmm. Bon, l'individu peut amener à quitter son pays à la recherche de connaissances, de savoir, pour aller fréquenter dans une université, une grande école, pour acquérir un peu de connaissances qui peuvent être utiles pour son pays. Voilà, qui peuvent être utiles pour son pays. Bon, la troisième raison, ça peut être pour des raisons d'instabilité politique. Instabilité politique qui amène à des guerres civiles parfois. Effectivement, oui. Quand un pays traverse une crise politique, une crise armée, ça peut forcer les individus à quitter leur pays à la recherche de zones stables pour mener calmement leur vie. Mais ça ne veut pas dire que ils n'ont pas d'attachement pour leur pays d'origine. Certes, ils essaient de voir comment ils peuvent participer à la stabilité de leur pays d'origine. Donc, s'il faut reprendre ce que vous venez de dire, il y a des raisons qui poussent les gens à aller à l'extérieur de leur pays pour y vivre. Oui. Premièrement, vous avez cette recherche de la connaissance. Oui. Nous parlons de la diaspora intellectuelle qui cherche des étudiants, par exemple. Oui. Et puis, vous avez les gens qui partent à l'extérieur pour chercher une vie meilleure, économiquement, parce que leur pays a été incapable de leur offrir cette vie meilleure. Comme ça, ils préfèrent aller la chercher ailleurs. Nous avons cette catégorie-là. Et aussi,
il y a des gens qui sont des réfugiés, qui fuient tout simplement la guerre. Ils n'avaient pas l'intention de quitter le pays, mais ils sont forcés de quitter le pays par la guerre. Et ils partent. Et ils se retrouvent à l'extérieur. Et vous avez parlé d'une notion très importante. Les gens, vous appelez la diaspora, les gens qui sont, même s'ils vivent à l'extérieur, mais ils restent attachés à leur pays d'origine. Ceci veut dire que si quelqu'un n'est plus attaché à son pays d'origine, il ne fait plus partie de cette diaspora. Bon, oui, en fait, le pays d'origine ne peut pas le compter parmi la diaspora parce qu'il n'y trouve pas, il n'y attache pas une attention, la personne n'y attache pas une attention particulière à son pays d'origine. Donc, il ne fait plus partie de la diaspora. Oui, bon, selon moi, il ne fait plus partie le pays ne peut pas le compter parmi la diaspora. Est-ce que la diaspora doit avoir une conscience que nous sommes une diaspora et que nous devons faire quelque chose pour notre pays? Bon, comme on l'a toujours dit, on est mieux chez soi. Bon, quelles que soient les meilleures conditions dans lesquelles vous trouvez dans votre pays d'accueil, bon, peut-être quelque part, l'insertion ne peut pas être à 100% comme, bon, à certains moments, bon, on peut vous rappeler que vous n'êtes pas d'ici. Quelqu'un, quelque part, peut vous rappeler que non, vous n'êtes pas de ce pays. Donc, ça veut dire que si on est à l'étranger, bon, il faut forcément avoir les réflexes que bon, je peux faire quelque chose sur moi au cas où, dans mon pays d'accueil, les règles ou bien bon, des situations arrivent. Bon, je peux vraiment repartir dans mon pays d'origine. Certainement avec des conditions bien acquises. En fait, pour soutenir un peu ce que vous venez de dire, qu'à un moment donné, on peut vous rappeler que vous n'êtes pas de ce pays. On vous pose des questions, par exemple, quand est-ce que vous allez rentrer? Et vous êtes obligé à répondre à cette question, peut-être à expliquer la situation. Tout à fait, donc, ceux-là qui sont dans la diaspora, même s'ils sont intégrés, parfois, ils ne sont pas complètement intégrés. Il y a toujours des choses qui leur arrivent et qui leur font penser à leur pays d'origine. Tout à fait. Parce que on s'est dit, mais si j'étais dans mon pays d'origine, personne n'allait me poser cette question, quand est-ce que je vais rentrer? Tout à fait, Et ce sont des questions auxquelles les gens se butent tous les jours. Pourquoi vous êtes ici? Comment vous êtes venu? Des questions pareilles. Ça vous fait rappeler que vous n'êtes pas de là. Et des gens même s'amusent à te demander, penses-tu un jour rentrer dans ton pays d'origine? Tout ça, c'est des questions qui ressortent vraiment quand on est à l'étranger. On entend très souvent ces questions-là. Pensez-vous un jour que vous allez rentrer? Voilà. Et vous devez expliquer pourquoi vous allez rentrer ou pourquoi vous ne voulez pas rentrer. Bon, personnellement, dans mon cas, je leur dis que non. Bon, enfin, je n'ai pas imaginé qu'un jour j'allais être dans ce pays. Donc, bon, rien ne dit aussi que je ne vais pas rentrer dans mon pays. Je ne peux pas tout prévoir présentement. Même moi, je suis là jusqu'à ce que quelque chose se passe dans la vie. Je suis prêt à l'assumer. Donc, c'est ce que je leur dis. Donc, comme conclusion, c'est pour tout simplement dire que on ne peut pas être mieux en dehors de chez soi. Donc, on est toujours mieux chez soi parce que là, vous vous sentez complètement intégré et personne ne peut vous poser de telles questions. Donc, la diaspora, revenons à notre thème de la diaspora. Dans mon introduction, je disais que la diaspora, c'est un phénomène. Par phénomène, j'entends quelque chose qui se répète, qui est permanente, qu'on peut observer à travers l'histoire. On peut aller dans l'histoire juive, on peut aller dans l'histoire romaine, dans l'histoire grecque et dans l'histoire contemporaine. Nous voyons qu'il y a toujours quelque part la diaspora, quelque part, qui vient de quelque part pour s'installer quelque part. Bon, et comme nous l'avons encore dit aussi, cette diaspora peut être une diaspora justifiée par les études ou par des raisons économiques ou encore par tout simplement des raisons politiques. Les raisons politiques. Là, on parle de guerres civiles
des instabilités. Certaines personnes sont forcées à quitter leur pays pour préserver leur vie. Oui. Donc, ils ne sont pas à l'extérieur parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ont été tout simplement poussés à aller à l'extérieur de leur pays et y vivre. Ils ont été contraints à vivre à l'extérieur de leur pays. Maintenant, si nous regardons cette diaspora, est-ce que cette diaspora qui vit à l'extérieur peut jouer un rôle pour le développement de leur pays, par exemple? Leur pays d'origine. Leur pays d'origine. Oh, tout à fait, oui. La diaspora est une ressource sur laquelle nos pays peuvent aussi capitaliser pour leur développement. Bon, l'Asie en a fait, particulièrement la Chine. Bon, je me souviens, on a présenté toute une émission sur ça, comment la Chine a été mise sur la voie de développement grâce à sa diaspora. Oh, tout à fait, oui. Bon, donc, et même l'Inde aussi. Oui. Hein? Tu vois, l'Inde aussi, si l'Inde aujourd'hui est avancée dans la science de l'ordinateur, c'est grâce à la diaspora. Tout à fait, oui. Bon, donc, je me dis que cette diaspora peut être une ressource indispensable pour le développement de nos pays. Il suffit de savoir les organiser, savoir canaliser, comment on appelle ça, cette richesse-là, au profit de nos pays. Bon, c'est ce qu'il faut savoir faire. Et là, c'est la tâche même de nos gouvernants. Bon, par exemple, quand on prend les différents pays africains, je prends ne serait-ce que l'exemple des États-Unis. Bon, quand on prend les différents pays, on va se rendre compte que hormis les pays en situation de guerre, en situation d'instabilité politique, bon, si on regarde certains pays qui ont cette stabilité, on voit les gens qui sont sortis, migrés vers les États-Unis par exemple, c'est quand même une forte proportion de la population de chaque pays. C'est quand même une proportion importante, je vais dire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir capitaliser sur ces ressources-là. Bon, je veux d'abord commencer avec la diaspora, ceux qui sont sortis dans le but de rechercher des fonds, des ressources, un capital. Un capital avec le souci d'investir dans leur pays. Un jour de rentrer. Oui. Bon, le premier conseil même que je devais donner à la diaspora elle-même d'abord, quelqu'un qui est sorti avec ses raisons d'investir un jour dans son pays. Bon, si tu arrives dans un pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord essayer de s'intégrer, comprendre le système, comment le système fonctionne. Bon, on essaie de bien comprendre. Les systèmes du pays dans lequel vous vous trouvez d'accueil. Ouais, on essaie de comprendre comment le système fonctionne, comment les règles fonctionnent, comment les lois fonctionnent. Et maintenant, on essaie de s'ajuster par rapport à tout ça. Bon, est-ce que vous voyez? Donc, une fois qu'on a connaissance de tous ces détails, on essaie de voir comment moi aussi je vais avoir une certaine stabilité. Bon, on travaille, on essaie d'économiser de l'argent et voir même les possibilités d'abord d'investir dans son pays d'accueil. Parce que on est arrivé, on a la force pour faire 2, 3 boulots, sinon même autant de boulot que l'on peut faire, on essaie de... Si l'opportunité est là. Voilà, on essaie de dégager les ressources, voir les possibilités d'investissement d'abord. Parce que tu es là, tu peux contrôler tes fonds. Mais une fois que tu as pu mettre des structures en place, des affaires en place qui marchent, tu as une certaine stabilité, tu essaies de grandir ça. Là, maintenant, tu te dis, voilà. Il faut aller au pays. Voilà, là, je sais que j'ai des ressources. Comment du côté de mon pays, quelles sont encore les possibilités d'investissement? Et en même temps, j'essaie d'extendre, c'est le mot que je cherche. Étendre. Voilà, d'étendre, voilà, ça c'est le mot correct. D'étendre mes activités sur mon pays d'accueil. Bon, là, en tout cas, je pense que, c'est mon propre opinion, je pense que dans une telle situation, on peut vraiment arriver à faire quelque chose de meilleur pour son pays d'accueil. Bon. C'est les gouvernants qui doivent créer aussi le cadre. Je voudrais y revenir, les gouvernants. Oui. Parce que
cette diaspora doit être organisée. Oui. Bon, elle peut s'organiser elle-même, nous avons des exemples, mais aussi elle peut, comme vous le dites, être organisée par leur gouvernement d'origine. Bon, ici, laisse-moi parler un peu de la diaspora africaine. Bon, dans notre parler, on a dit que il y a des gens qui quittent leur pays pour des raisons de guerre bon, ou pour des raisons politiques. Et moi, je vois certains des présidents africains ou des gouvernements africains, pas nécessairement des présidents, mais des systèmes qui sont en Afrique, ils veulent toutes les têtes, hein, les grandes, hein, les penseurs, d'être à l'extérieur du pays. Parce que avec ça, ils sont tranquilles. Il n'y a pas d'ennui. Hein? Bon, comment, dans des circonstances pareilles, un gouvernement peut arriver à organiser cette même diaspora qu'il voudrait être à l'extérieur? C'est ça ma première question. La deuxième question est que les gouvernements tels que je les ai vus, souvent, ça c'est une observation personnelle, ils ont besoin d'organiser cette diaspora parce qu'à un moment donné, cette diaspora dérange. Mais quand ils veulent l'organiser, ils l'organisent dans le sens politique. C'est-à-dire, les partis politiques au pays vont venir à l'extérieur du pays, les récupérer dans des partis politiques, pas pour le développement. C'est seulement, bon, vous serez représentant de notre parti politique ici. Soit aux États-Unis, soit en France, en Belgique, un peu partout là, en Australie, comme ailleurs. Donc, ils ne les organisent pas dans le sens de dire, et voilà, maintenant nous allons faire un développement. Comment vous voyez tout cela, Amine? Oui, ça c'est un problème sérieux, mais je pense que c'est à la diaspora maintenant de jouer son rôle. Personnellement, c'est ce que je pense. Bon, quand on voit, par exemple, quelqu'un... bon, la diaspora doit pouvoir même s'organiser elle-même d'abord, à l'intérieur du pays d'accueil. Bon, je vais dire qu'une fois que cette diaspora est organisée, cette diaspora peut se donner des idées. Est-ce que vous voyez? On se regroupe en association, on se donne des idées. Comment faire pour nous-mêmes d'abord, notre stabilité ici. Notre stabilité sur le plan financier, sur le plan de notre carrière, tout et tout. On doit essayer de jouer sur ça d'abord. Donc, la diaspora elle-même doit s'organiser premièrement. Voilà. Bon, et là, il faut qu'on se donne une ligne de conduite. Une ligne de conduite. Pourquoi nous sommes ici? Qu'est-ce que nous pouvons faire dans notre pays? Donc, il faut avoir une structure déjà. Voilà, il faut avoir une structure déjà. Mais ce que moi je veux dire, il faut d'abord qu'on essaie que cette diaspora-là cherche une stabilité dans son pays d'accueil. Est-ce que vous voyez? Une stabilité pour dire que non, je vais travailler, bon, investir, ou bien bon, si c'est dans le domaine professionnel, bon, je vais me former, trouver une activité stable, bon, dans le but de m'épanouir. Est-ce que vous voyez? Bon, une fois que cette situation est acquise, là maintenant, bon, vous avez la possibilité de négocier avec les gouvernants. Bon, vous êtes une force, donc vous pouvez quand même influencer les choses. Même si un parti politique vient vers vous pour dire ceci, cela, vous posez des conditions. Bon, nous voulons travailler, nous voulons investir dans notre pays, mais si on soutient tel parti politique, c'est ce qu'on veut. C'est ça. Oui, nous, notre recommandation, c'est comme ça. Donc, je pense que ça peut un peu influencer nos autorités en place, nos autorités politiques. Non, moi je pense que vous avez raison. Parce que la diaspora a un grand rôle à jouer pour le développement de leurs pays respectifs, parce que nous avons plusieurs diasporas de leurs pays respectifs. Alors, comme vous le dites, cette diaspora ou ces diasporas doivent être organisées en premier lieu. Savoir pourquoi ils sont
à l'extérieur du pays Oui. et quel apport Oui. Ils peuvent apporter à leur pays pour le développement. Oui, moi je pense que l'importance d'un homme dépend de son statut. C'est ça. Bon, si vous êtes un homme d'affaires bien assis aux États-Unis, il n'y a pas de raison que tout homme politique qui va venir du pays vers vous ne puisse pas vous respecter. Il va vous donner un certain respect. Bon, si vous avez une carrière professionnelle, vous avez un succès dans une carrière professionnelle, il n'y a pas de raison que tout politicien qui vient vers vous vous manque du respect. Et là, maintenant, vous êtes en position... Parce qu'ils vont vous trouver déjà, vous êtes stable. Voilà. Et vous êtes en position de négocier. Voilà. Donc, il s'est dit, voilà, lui là, bon, compte tenu de son statut, bon, il est dans les affaires, il s'y connaît, bon, certainement, il doit avoir un réseau. Bon, il va vous donner du respect, vous, et il peut écouter... Il peut prendre en considération les idées que vous allez émettre. Donc, cette diaspora doit se faire un contrepoids, un contrepoids vis-à-vis du gouvernement. C'est ça, oui. Tu vois, beaucoup de gens veulent réduire le rôle de la diaspora tout simplement aux finances, donc à envoyer de l'argent, comme si c'était là la seule chose que la diaspora peut faire. Je sais que pour le moment, par exemple, les téléphones ne cessent pas de sonner pour demander de l'argent. Les demandes qui viennent des pays d'origine. Oh, nous sommes malades. Oh, les enfants ont été chassés de l'école et envoyés de l'argent. Et on croit que c'est tout ce qu'on peut faire avec la diaspora. Au lieu d'essayer d'organiser cette diaspora pour qu'elle puisse être bénéfique au pays, surtout en matière de développement. La diaspora doit s'organiser elle-même d'abord. La diaspora d'abord doit s'organiser. Et s'éduquer elle-même, chercher la stabilité. Chercher la stabilité. Et surtout, quand vous avez un statut qui permet de vous respecter, il n'y a pas de raison que les gens viennent mentir sur vous et puis repartir. Bon, vous leur posez des conditions, ils vont dire, ah, voilà, ce qui est suivant, c'est dit, voilà, bon, lui, là, compte tenu de son statut, bon, il peut être bénéfique à moi ou bien... Bon, tu vois, ou bien à mon parti. Donc, bon, en ce moment, maintenant, quand vous lui faites certaines propositions, bon, il n'y a pas de raison que, bon, ils vont quand même s'ils ne peuvent pas prendre tout en considération, il y a une partie quand même de vos propositions qu'ils vont prendre en considération. Parce qu'ils vous respectent. Voilà. Donc, c'est à la diaspora de se créer ce respect-là. C'est à la diaspora de se créer ce respect-là pour pouvoir influencer les choses aussi. Les choses aussi. Donc, il faut que la diaspora prenne conscience qu'elle est une force qui peut influencer les choses dans les pays d'origine. Et après cette conscience, chercher cette stabilité dont nous avons parlé, la stabilité économique ou professionnelle, pour pouvoir faire des choses. Sinon, si vous vous comportez comme des délinquants, vous n'allez pas créer une force. Vous n'allez pas créer une force. Ça, c'est très bien. Bon, on venait de parler de monsieur qui a rédigé ce document, qui travaille à la Banque mondiale. Bon, je sais pas, il a quand même un statut qui lui donne une certaine image. Bon, je suis sûr que quelque part, il est consulté par des autorités politiques de son pays d'origine. Tout à fait. Dans le sens qu'il puisse faire quelque chose. Et lui aussi, il peut poser ses conditions, même si toutes ces conditions ne seront pas prises en compte, ou ne serait-ce qu'une partie, peut être considérée. Donc, il faut que la diaspora... Et je vois des hommes d'affaires, des gens qui se sont investis dans les affaires dans les pays occidentaux, et quand les autorités politiques de leur pays viennent, ils cherchent à leur rencontrer pour discuter d'affaires. Et en ce moment, je suis convaincu que ces gars aussi peuvent donner leur point de vue par rapport à certaines situations qui seront prises en compte. Je voudrais rappeler à nos auditeurs que Alassane faisait allusion à ce livre intitulé « La force du changement », écrit par Noël Tiani. Noël Tiani, qui est un Congolais, qui travaille à la Banque mondiale et qui a fait un plan Marshall pour le Congo. Donc, un exemple pour dire que la diaspora peut
générer des idées qui peuvent être utiles à leur pays d'origine si jamais ces idées sont exploitées. OK. Donc, il faut des exemples comme ça. C'est pas forcément dans le domaine intellectuel. Pas forcément dans le domaine, même dans le domaine des affaires. Des affaires, quelqu'un qui a des pu finances. asseoir un business qui a pu prospérer dans les affaires dans son pays d'accueil, bon, il peut être aussi une référence pour les pays d'origine, les autorités politiques des pays d'origine. Il faut savoir imposer sa marque. Et c'est là où la diaspora doit s'organiser. Et moi, je pense que c'est là où la diaspora africaine, parfois, est faible. Parce que cette diaspora est trop divisée. Hein, vous pouvez être dans une communauté, disons, somalienne, congolaise, burkinabèse, ainsi de suite. Hein, et vous allez avoir des divisions compte tenu de la situation qui prévaut au pays, par exemple. Il y a une partie qui adhère à de tels partis politiques au pays et d'autres qui adhèrent à l'opposition et ainsi de suite. À partir de là, la diaspora est fragilisée. Au lieu d'être soudée pour faire des choses ensemble afin de provoquer le développement dans leurs pays respectifs, ils se mettent dans des querelles hein, qui n'avancent à rien. Et de cette façon-là, la diaspora devient faible. Mais nous devons comprendre que la diaspora est une force qui peut influencer très valablement la marche, que ce soit politique ou économique, de leurs pays respectifs, même social, de leurs pays respectifs. Donc, nous disons ici que il faut que la diaspora prenne conscience. Ça, c'est la première chose, que nous sommes une diaspora et nous sommes une force, nous pouvons faire quelque chose dans notre pays. Deuxièmement, il faut que cette diaspora cherche la stabilité dans le pays d'accueil. Parce que sans cette stabilité, il est difficile, hein, n'est-ce pas, de pouvoir investir d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez investir intellectuellement, économiquement, ainsi de suite, si jamais vous êtes déjà stable dans le pays d'accueil. Donc, il faut que cette diaspora africaine, d'une façon générale, prenne conscience de chercher cette stabilité dans le pays d'accueil pour pouvoir être utile dans leur pays d'origine. Et il faut que cette diaspora soit soudée aussi, hein, avec des ambitions, avec des visions hein, pour leur pays d'origine. Et c'est en ce faisant que même le gouvernement de leur pays pourra manifester du respect envers et considérer cette diaspora comme un interlocuteur valable. Hein? Dans le processus politique. Dans le processus politique, économique et social hein, de leur pays d'origine. Donc, la diaspora a vraiment un grand rôle à jouer si jamais elle se reconnaît. Parce qu'il y a des gens qui, une fois à l'extérieur, ils se méfient de tout. Hein, ils se méfient de tout. Mais je pense qu'il y a toujours lieu d'assister nos pays d'origine. Ne cherchez pas tout simplement à réduire le rôle de la diaspora dans de petites aides sporadiques ici et là. Ou bien même considérer la diaspora comme un bétail électoral. Nous, on va vers la diaspora quand on a besoin de l'élection, d'un électorat. D'un électorat. Alors, là, ce n'est pas du tout bien. Donc, il faut penser grand hein, pour la diaspora. Et il faut que la diaspora elle-même aussi prenne conscience. Donc, nous sommes presque à la fin de cette émission. J'espère qu'on aura l'occasion de j'espère qu'on aura l'occasion de parler davantage de ces phénomènes diaspora et ce que la diaspora peut faire hein, pour leur pays d'origine. Nous avons vu que la diaspora est créée pour plusieurs raisons. Il y a des raisons économiques, il y a des raisons intellectuelles, il y a des raisons politiques. Mais ce qui est important est qu'une fois à l'extérieur du pays, qu'on ne se détache pas de son pays d'origine, qu'on sache qu'on est encore utile et on peut faire quelque chose
pour son pays d'origine. Voilà notre conclusion d'aujourd'hui et nous espérons que si vous avez des suggestions à nous faire, vous n'hésiterez pas à nous les envoyer ou à nous appeler pour nous donner vos suggestions. Nous avons toujours dit que vos suggestions sont toujours les bienvenues. Donc, pour aujourd'hui, nous sommes obligés de nous arrêter par là et à bientôt. Merci Alassane pour participer à cette émission. Merci. Merci bien.